Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 147 si je ne m'abuse. On a pas mal de news cette semaine-ci en réalité, notamment une news comme quoi AMD va peut-être faire des GPU pour processeurs mobiles. Donc là on parle pas processeur mobile pour ordi portable, on parle de genre un téléphone avec Samsung. Donc en gros vous auriez un processeur designé par Samsung avec une partie graphique AMD, très intéressant. On a aussi évidemment le lancement, ou plutôt officiel, des 10e générations d'Intel. Donc là, on va pouvoir regarder les specs officiels et tout. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Et aussi évidemment, il y a les vidéos sur les cartes mères qui sont sorties. Vous avez dû le voir. Moi, j'en ai sorti une notamment. Et puis un peu de news au niveau space, notamment avec la NASA qui a annoncé officiellement les personnes, plutôt les compagnies qu'ils allaient garder pour leur capsule lunaire, parce qu'ils veulent retourner des hommes sur la Lune. Et du coup, ils ont sélectionné 3 candidats, dont un qui est un peu genre un ensemble de compagnies, et puis 2 autres compagnies à côté, dont SpaceX. Donc ça va être plutôt intéressant. Et puis quelques corrections aussi par rapport à des vidéos qui sont sorties. Table des matières dans la description comme d'habitude, quoi qu'il arrive. Et normalement d'ailleurs, je vais essayer d'utiliser... Vous avez vu normalement sur PCFix, il y a depuis quelques temps, maintenant il y a des youtubeurs qui ont une sorte de barre qui est séparée automatiquement selon les sujets et tout. Je vais essayer de l'utiliser. On m'a montré comment faire, mais je ne sais pas si ça marchera. Parce que visiblement, il faut que ce soit fait correctement dès que la vidéo est uploadée. Parce que si on le refait après que la vidéo est déjà sortie, ça ne marche pas. Donc, on verra si ça a marché. Sauf que je vais devoir enlever les liens. Parce que les liens font bugger ce truc-là. Donc, ouais, vous n'aurez pas de lien cette semaine-ci dans la description, malheureusement. Donc, je suis désolé. Premier sujet, c'est justement le fait que AMD travaillerait avec Samsung. Donc, c'est un peu des rumeurs, tout ça. Il y a des chiffres qui sont sortis, tout ça. Mais il y a eu quand même des trucs confirmés. Donc, ça semble être un peu confirmé, quoi qu'il arrive. Ça vient de bonnes sources et tout. Mais on ne sait pas quand ça arrivera. Et du coup, ce serait le fait que AMD va travailler avec Samsung pour fabriquer. Donc, Samsung fabriquerait le processeur. Et puis, AMD fabriquerait la partie graphique. Et selon quelques benchmarks qui ont fuité un petit peu sur le web, cette puce Samsung AMD, du coup, serait jusqu'à 3 fois plus puissante que l'Adreno 650 qui est dans le Snapdragon 865. Donc le meilleur processeur qui existe actuellement, sauf si on compte justement Apple aussi, il faut en tenir compte. Du coup, une puce graphique très puissante. Et personnellement, j'ai surtout d'ailleurs mis cette news en premier parce que selon moi, genre à chaque génération, ils sont en mode ouais, 40% de CPU en plus puissant et tout ça. Et le GPU, c'est genre, ça suit derrière, hein, mais il l'améliore pas autant. Et je ne comprends pas. Depuis des années, genre, il a fallu des années et des années pour que les processeurs qu'on a sur des téléphones haut de gamme à l'heure actuelle dépassent en puissance le processeur graphique et surtout le processeur en entier qu'avait fait Nvidia à l'époque, le Tegra X1 qui est dans la suite, je vous rappelle. Il a fallu des années pour qu'il... Et il me semble que dans certaines tâches, ils ne l'ont même pas encore dépassé au niveau graphique. Genre, ça dépend un petit peu en vrai. Ça dépend aussi selon comment vous le testez. Parce qu'il faut tenir compte aussi que beaucoup de téléphones ont des écrans très haute résolution et que quand vous faites tourner un benchmark, bah, évidemment, il tourne à la résolution de l'écran et que du coup, les chiffres dépendent de la résolution de l'écran. Et il faut tenir compte que par exemple, les puces Tegra, elles, étaient toujours dans des appareils avec des plus basses résolutions, donc c'est pour ça qu'il y avait des meilleures performances des fois aussi. Il faut en tenir compte. Mais quoi qu'il arrive, la puce Tegra X1 était très puissante, surtout au niveau GPU. Et c'est pas pour rien qu'elle a fini dans la Switch notamment. Et c'est pas pour rien aussi que, selon moi, c'était certainement ce qu'on avait eu de meilleur niveau mobile pour justement jouer. Et pourtant, il y a personne d'autre qui vraiment, on va dire, ont essayé de faire mieux. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui l'ont utilisé. Bon, il y avait des raisons pour lesquelles ils l'ont pas forcément utilisé, parce que Nvidia est très fermé. Peut-être qu'ils voulaient vraiment travailler, faire tout eux-mêmes, et juste donner un truc tout fini aux marques, et que les marques voulaient quand même un peu avoir un truc. Mais bon, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, ici, Samsung ouais, préparerait quelque chose, et moi je suis en mode, ça pourrait être très intéressant. Parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un peu de mouvement là-dessus. Parce que Nvidia n'a fait que légèrement, très légèrement refresh sa Tegra X1. Sa puce Tegra X1, genre ils ont presque rien fait de nouveau. Hein, elle est toujours gravée en 14 nanomètres si je ne m'abuse et tout. Donc
même peut-être plus en vrai. D'ailleurs, Nvidia, si vous regardez, une nouvelle Tegra X, je sais pas, peu importe comment vous l'appelez, hein, une Tegra Volta peut-être, je sais pas, non, c'est Ampère, donc ce serait une Tegra A1, je suppose, sur Ampère, en 7 nanomètres, hein. Moi, je dirais totalement oui, hein. Genre vraiment oui. Genre, genre, imaginez le prochain ROG Phone, les prochains téléphones gamers ont une vraie puce graphique extrêmement puissante qui fait que, ben, premier avantage, et on peut parler justement des avantages d'une puce graphique plus puissante, hein. Déjà, il y a beaucoup de tâches qui utilisent la carte graphique maintenant. Il y a de plus en plus, même dans le milieu professionnel, on est en train d'utiliser de plus en plus les cartes graphiques. Et les processeurs, c'est genre second plan maintenant, vraiment, hein. Et pourtant, sur mobile, on est toujours processeur, processeur, processeur. Même pour des trucs où la carte graphique devrait être meilleure, genre la photo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend des photos, il y a plein de pixels sur la photo. Et il s'avère qu'il y a quelque chose sur votre téléphone ou votre PC qui gère très bien plein de pixels et c'est la carte graphique. Et pourtant, la plupart du temps, oui, toutes les photos actuellement sur mobile sont beaucoup traitées par le processeur directement. Et c'est même pour ça que la qualité photo augmente chaque année. C'est parce que le processeur devient plus puissant, donc on peut permettre de faire plus de traitements photo. Et pourtant, il y a personne qui utilise vraiment à fond le GPU. Et je ne comprends pas. Enfin, je comprends, parce que peut-être que le GPU est pas suffisamment puissant dans les téléphones mobiles pour que ce soit vraiment justifiable. Mais c'est aussi parce que ben, on n'a pas de processeur mobile avec une vraiment bonne partie graphique. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Surtout que une bonne partie graphique permet de mieux faire tourner les jeux, surtout pour ceux qui aiment bien les jeux. Ça permet aussi de faire tourner même des applications accélérées GPU, notamment peut-être de l'encodage ou des traitements photos, comme j'ai dit, des traitements vidéo. On peut aussi avoir des écrans plus haute résolution grâce à ça, parce que la puce est plus puissante. Donc ouais, il y a plein d'avantages. Et pourtant, ouais, depuis des années, ça a à peine progressé. Donc, si on avait une nouvelle puce Tegra X ou A1, on va dire, ou cette fameuse puce AMD avec processeur Samsung, 3 fois plus puissant, hein. Alors, ils n'ont pas, évidemment, on n'a pas tous les détails, hein, on ne sait pas combien ça consommait, tout ça. Mais même si ça consommait plus, le truc, c'est si c'est beaucoup plus puissant, on pourrait imaginer soit une puce qui est beaucoup plus efficace au niveau énergétique, donc qui permet notamment d'avoir un téléphone qui permet de jouer plus longtemps à des jeux, au lieu de chiquer votre batterie hyper vite, ou alors tout simplement avoir des jeux encore plus beaux, tout simplement. Certainement dans les tablettes, ce serait le plus utile, là où vous pourriez vraiment avoir des jeux magnifiques, quoi. Euh, donc ça, c'est déjà un gros avantage. Aussi un truc que vous pourriez vous dire, mais est-ce que du coup, par exemple, Qualcomm, qui fait les Snapdragon, est-ce qu'ils ont déjà pas les GPU les mieux optimisés qui existent? Et la réponse est, on l'a pas vraiment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vraiment de partie graphique digne de ce nom, à part la Tegra X1. Mais à l'époque de la Tegra X1, clairement, Nvidia se débrouillait beaucoup mieux. Ce qui est logique, parce que Nvidia fait des cartes graphiques depuis très longtemps. AMD aussi fait des cartes graphiques depuis très longtemps. Et même si Qualcomm fait des très bons CPU mobiles, soyons honnêtes, moi j'aurais plus confiance en Nvidia et AMD pour faire une meilleure partie graphique. Surtout que même, par exemple, AMD, ils sont en retard au niveau partie graphique sur PC fixe, hein. Ils ont des cartes très performantes, mais elles consomment un petit peu plus malgré une meilleure finesse de gravure. Bon, dans certains cas, elles consomment la même chose, mais on sent qu'il y a quand même un petit retard, clairement, d'AMD au niveau graphique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça ne veut même pas du tout dire qu'ils sont mauvais. Même chose avec Intel, quand ils ont des petits retards par rapport à AMD au niveau processeur, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire qu'ils sont moins bons que leurs concurrents. Mais comparé au marché, de manière générale, bonne chance, franchement, pour designer des processeurs et des processeurs graphiques aussi avancés que font AMD, Intel et Nvidia, hein. Genre, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup, surtout, de skill au niveau d'ingénieur et tout. Donc, selon moi, vraiment, je pense que AMD et Nvidia seraient parfaitement capables de faire des puces graphiques encore plus puissantes et il nous en faudrait, je pense, dans les téléphones mobiles. Peut-être pas pour tous les téléphones mobiles, mais en tout cas, pour ceux qui sont littéralement, leur pub, c'est téléphone gamer. Mais au final, les téléphones gamers, c'est ça le plus ridicule, c'est téléphone gamer. Ils ont un Snapdragon 865. Qu'est-ce qu'il a aussi, le téléphone pas gamer? Un Snapdragon 865. Et le truc, c'est que c'est le même Snapdragon 865, c'est la même partie graphique. Donc,
les performances sont les mêmes. C'est comme si les PC gamers avaient la même configuration qu'un PC bureautique, à part juste qu'il avait des LED et qu'il était un peu mieux refroidi. Vous voyez, ça, ouais, c'est un peu ridicule quand on y pense. Alors, il y en a qui sont par contre quand même très bien refroidis. Il y avait aussi un des avantages de beaucoup de téléphones gamers, c'est qu'ils avaient une très grosse batterie ou tout simplement un écran avec un meilleur taux de rafraîchissement. Bon, maintenant, les téléphones classiques, on va dire, entre guillemets, rattrapent ce retard. Donc, la, la ligne entre un téléphone gamer et un téléphone classique est de plus en plus floue, mais quand même, pendant que j'ai une notification au Discord. Donc, yep, moi je dis oui. Je dis oui pour des puces graphiques beaucoup plus puissantes sur mobile, surtout pour des téléphones qui sont normalement gamers. Nvidia, AMD, travaillent avec les marques qui font déjà des téléphones gamers, Razer, Asus, vous avez aussi Xiaomi, peu importe comment vous le dites. Ils ont tous des téléphones gamers, il y a aussi d'autres petites marques, hein. Et faites un vrai téléphone gamer, un vrai téléphone qui est très bon comme téléphone aussi, hein, forcément. Mais quand vous êtes en mode jeu, le téléphone défonce tout ce qu'il y a sur le marché. Ça devrait être le cas. Il devrait être beaucoup plus puissant au niveau graphique et tout. Et aussi Nvidia, une nouvelle puce Tegra parce que pour votre Shield TV, pour qu'elle soit plus puissante aussi, ce serait bien. Même si vous faites du cloud gaming maintenant, mais c'est quand même bien aussi d'avoir une puce puissante, hein, parce que la Shield TV qui est encore vendue maintenant, c'est une des meilleures box Android TV qui existe, et pourtant la puce qui est dedans est hyper vieille, parce que personne d'autre n'en a fait une meilleure. Je ne comprends pas le délire d'ailleurs là-dessus, mais bon. Bref, faites-en une nouvelle. Parce que aussi, bah, ils doivent travailler sur une nouvelle, parce que évidemment, je vous rappelle que c'est utilisé dans la Switch, donc la prochaine Switch, il y a une Switch 2, Switch 3D, S, V2, peu importe le nom que donne Nintendo, qui sera certainement en confusion, utilisera certainement une meilleure puce Tegra. Mais ouais, impatient, quoi qu'il arrive, de voir un petit peu ce que ça donnerait. Et comme j'ai dit, ça reste en partie des rumeurs, mais c'est fort probable que ça pourrait arriver. Et pour information, ça pourrait arriver pour 2021 et même éventuellement en 5 nanomètres sur les puces, enfin, des puces qui seront du coup vendues sur des téléphones haut de gamme vers la fin de l'année 2021. Donc sur le nouveau processeur de gravure de TSMC pour information, ce qui devrait être assez exceptionnel. Ensuite, l'autre grosse news de la semaine, c'est qu'il commence à faire chaud dans cette pièce et je devrais ouvrir la fenêtre. Non, c'est que Intel a sorti les Comet Lake S, ou plutôt les a annoncés officiellement. Donc nous avons 32 nouveaux processeurs, ça fait beaucoup, la vache. Et du coup, ben, c'est la 10e génération de processeurs Intel. Il n'y a pas de benchmark pour le moment. Les benchmarks seront plus tard pour information, donc on verra. Il y a aussi eu le Z490 qui va arriver, ainsi que d'autres cartes mères plus tard, mais notamment le Z490, que j'ai pu vous montrer sur une vidéo sur la chaîne. Je vous la mettrai dans le petit i au-dessus à droite si je n'oublie pas. Enfin, c'est plus par là. Non, non, je vais inverser la cam, donc c'est par ici. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas vu. Mais globalement, pour ceux qui veulent un résumé, pas beaucoup de nouveautés sur le Z490. Nouveau socket, toutefois, et c'est un truc là-dessus où on est en mode. C'est une autre news, j'en parlerai après parce qu'on peut être perdu là-dedans pendant 3 heures. Dans tous les cas, on passe à du 10 cœurs sur les Core i9. Les Core i7 sont toujours à 8 cœurs, mais récupèrent l'hyper-trading. Donc, basiquement, les Core i7 deviennent les Core i9, pour information. Nous avons des boosts de fréquence pour à peu près tous les processeurs. Les Core i5 sont assez intéressants selon moi, notamment le 10600K, le KF surtout, est un 6 cœurs 12 threads 4,1 GHz de base jusqu'à 4,8. C'est très bon ça pour les jeux, même meilleur que les Core i9, hein, pour information. Il a un boost qui va moins haut, mais une fréquence de base qui est beaucoup plus haute. Et déjà, il a aussi une enveloppe thermique qui, bon, il devrait moins consommer. Il a moins de cœur, c'est forcément, il consommera moins. Et surtout, un prix qui serait annoncé de 237 $, donc on pourrait le voir vers 240, 250 €. Ça, on ne saura pas tant qu'ils ne sont pas sortis, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent influencer le prix, la quantité de stock disponible et tout. Donc, ouais. Mais normalement, c'est un processeur qui va se mettre en face au moins du Ryzen 3600X. Et puis vous avez aussi la version non F qui, elle, a une partie graphique intégrée qui serait un peu plus chère. Mais il y a une grosse différence de prix là, contrairement par exemple au Core i9 où c'est genre, ouais, vous économisez 16 $. Génial.
au point même que tu es en mode, ouais, pour 16 $, tu prends la partie graphique intégrée, tu pourras l'utiliser. Si ta carte graphique rend l'âme, tu peux toujours utiliser ton PC. Vaut mieux l'avoir. Mais par contre, pour le Core i5, c'est genre beaucoup plus en réalité. C'est genre une trentaine, non, un petit peu plus de 20 $. C'est le prix d'un refroidissement. C'est pratiquement le prix d'un Hyper 212 pour refroidir votre nouveau processeur, quoi. Et avec un meilleur refroidissement, meilleure performance, moins de bruit, c'est pas négligeable. Et puis il y a d'autres processeurs certainement qui pourraient être intéressants, notamment les Core i3 et Core i5 surtout. Les Core i5, il y en a un notamment qui serait à 157 $, donc vers 150 €, qui a une fréquence respectable, ça peut encore aller. Donc ça pourrait être aussi intéressant pour faire de la concurrence au futur Ryzen 3 qu'on a vu la semaine dernière, je vous rappelle, qui arrive dans un futur proche aussi, qui vont vraiment bouger les choses au niveau des processeurs pas chers. Donc ouais. Et puis, il y a des versions T. Les versions T sont par contre, c'est quelque chose qu'AMD ne fait pas vraiment, même si AMD a des processeurs très efficaces au niveau énergétique. Les versions T, c'est des processeurs, c'est basiquement, franchement, on dirait des processeurs mobiles, mais pour PC fixe. Donc par exemple, vous avez le Core i9 10900T, il tourne à 1,9 GHz, mais il peut quand même booster à 4,5. Il a une enveloppe thermique de 35 watts. Donc ça, pour quelqu'un qui veut un PC très silencieux, qui consomme pas beaucoup, mais qui peut avoir la puissance quand il le faut, c'est plutôt cool. Et aussi, ils ont un prix assez contenu, donc ça c'est cool à voir. Parce que des fois, les versions T coûtaient la même chose que les grosses versions, et c'était... Tu te disais, ouais, à ce moment-là, je prends la grosse version, et puis je la donne clock, quoi. Vous pouviez faire ça. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Ils prenaient la grosse version, et puis ils étaient en mode, ok, maintenant tu ne tournes qu'à 2,5 GHz, et du coup tu consommes beaucoup moins. Mais si je veux plus tard, je peux quand même te remettre à full puissance. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Mais là, il y a un petit avantage de prix quand même. Et puis, quoi d'autre? Vous avez bah, ça, à peu près tout. Il y a aussi un refresh du coup de tous les Pentium G qui devraient avoir aussi un bon petit boost. Ils n'auront pas de boost d'ailleurs, mais ils auront une bonne fréquence de base, notamment 4,2, 4,1. Donc ça aussi, ça devrait être plutôt intéressant. Ça va être des concurrents directs à ces futurs Ryzen 3 avec les Core i3 aussi, qui sont des 4 cœurs 8 threads maintenant, garantis d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool aussi à voir. Donc c'est l'équivalent d'un Core i7 il y a quelques années. Et des fréquences, genre pas très loin d'un Core i7 de là quelques années aussi. Donc ouais, j'ai hâte de voir, quoi qu'il arrive. Après, je tiens à le rappeler, cette génération est toujours basée sur la même architecture de là plusieurs années maintenant, qui commence à montrer un petit peu ses limites. On est toujours en 14 nanomètres. Ça a été tweaké, hein. Ils ont tweaké par-ci par-là. On verra ça dans les chiffres de performance, évidemment. Je n'ai pas encore les processeurs sur la main pour information pour les tests de performance. Donc, tout ce que je dis ici, c'est vraiment je ne sais pas. Donc, je tiens à le préciser ici. Mais vous aurez des chiffres de performance à la sortie officielle pour information de ma part. C'est garanti ici. Je ferai mes tests notamment sur la TUF Gaming, qui est selon moi une carte plus intéressante pour beaucoup de gens parce qu'elle sera dans les accessibles, mais pas trop chère, mais pas non plus trop premier prix au point même qu'il y a presque plus de fonctionnalités dessus. Donc ouais, ça devrait être plutôt intéressant. J'ai surtout hâte de voir si Asus ça fait des aussi bonnes VRM que sur les X570, parce que j'ai aussi une Tomahawk, enfin pas une Tomahawk, une TUF Gaming Wi-Fi en X570 que je vais pouvoir comparer directement, et ça va faire la comparaison parfaite en fait, parce que ce sera exactement techniquement les mêmes cartes mères, un peu en quelque sorte, et j'aurai des processeurs qui seront normalement au même prix. Donc je vais pouvoir vous faire la comparaison juste tac, directement l'une face à l'autre. Ça va être génial. Même refroidissement sur les deux processeurs, même carte graphique, même RAM. Donc là, vraiment, on va voir qui se débrouille le mieux pour le prix. Et ça devrait être plutôt intéressant. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et sinon, c'est à peu près tout. Maintenant, la polémique maintenant, parce qu'il y a un petit peu de polémique. Il y a Gigabyte qui a annoncé que leur carte mère en Z490 supporterait notamment le PCI Express 4.0 et la future 11 Gen. Donc, en gros, ça veut dire que Intel garderait la même carte mère. Personnellement, je n'ai pas eu de confirmation là-dessus, donc je ne saurais vous le dire. C'est juste enfin, c'est un truc qu'ils ont, eux, annoncé d'eux-mêmes. Et ça a fait un petit peu, genre les autres marques de carte mère étaient en mode « Oh, 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 qu'est-ce que vous faites là ?» Donc, du coup, notamment, il y a Asus qui a confirmé que leurs cartes mères ont été designées pour supporter le PCI Express 4.0, mais il n'y a pas plus d'informations. Donc, vous prenez cette information comme vous le voulez.
Genre, hey, c'est designé pour supporter le PCI Express 4.0. Voilà. Et Aorus, du coup, évidemment, aussi annonce que leurs cartes mères sont normalement prêtes pour le PCI Express 4.0. Toutefois, je tiens à le préciser, la génération 10 des corps Intel est en PCI Express 3.0 et il n'y aura pas de 4.0. Donc, je tiens à le confirmer, ou plutôt le préciser. C'est dans les specs officiels PCI Express 3.0. Je veux dire, on peut aller voir les slides officiels ici et vous verrez que c'est écrit PCI Express 3.0. Il y a aussi une autre petite nouveauté. C'est que normalement, ils vont passer sur du 2,5 Go pour les ports Ethernet sur beaucoup de cartes mères. Donc, c'est carrément supporté officiellement par Intel. Parce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt les constructeurs de cartes mères rajoutaient une puce sur la carte mère pour supporter ça. Souvent des puces aussi Intel. Hein. Mais maintenant, normalement, les cartes mères en Z490 auront forcément une puce en 2,5 gigabits. Donc, ouais, ça peut être sympathique pour certaines personnes qui ont besoin de plus de vitesse au niveau du réseau. C'est, selon moi, pas trop tôt, honnêtement. AMD aussi est très en retard. Ils sont toujours à du 1 gigabit là-dessus. Il est temps qu'on augmente un petit peu tout ça. Alors, il y en a qui sont en mode, ouais, mais les connexions Internet ne suivent pas. C'est pas pour les connexions Internet. On parle ici surtout pour le réseau local. Si vous avez un NAS, et vous allez me dire, ouais, mais tout le monde n'a pas un NAS, ça coûte cher. Vous pouvez faire des NAS pour vraiment pas cher. Et si vous avez un NAS, pouvoir échanger les données, les fichiers avec votre NAS plus vite, ça fait pas de mal. Parce qu'actuellement, 1 giga, le port Ethernet 1 giga, c'est du 100 MO à la seconde, pour information. 110 MO à la seconde. 110 MO à la seconde, c'est une clé USB 3.0, alors qu'actuellement, on a le support pour l'USB 3.2 Gen 2, notamment ces processeurs-là le supportent, et c'est du 10 Go à la seconde, donc un peu plus, pour information, 1100 MO à la seconde, normalement, maximum. Et ça, c'est ce qu'il nous faudrait. Il est temps qu'on passe à des meilleures normes réseau. Ça fait très longtemps qu'on utilise le 1 giga. Au début, il était génial, il était même Même les gens le disaient au début, quand on avait le gigabit, le Ethernet gigabit, les gens étaient en mode, ouais, c'est overkill, ça servira jamais à rien. Et au final, maintenant, c'est un peu archaïque, quoi. Donc, il est temps qu'on passe à beaucoup plus. Je dirais même qu'ils auraient dû passer à du 10 gigas à la seconde, mais bon, voilà. Le truc, c'est que ces 10 gigas, c'est très utilisé en serveur. Donc, ils veulent séparer serveur, PC fixe. Et ils veulent pas que votre PC normal puisse supporter ça sans que vous deviez acheter peut-être un Xeon ou autre chose. Ça semble logique. Ou une meilleure carte réseau. Parce qu'évidemment, vous pouvez acheter une carte réseau de 10 gigabits, la mettre dans un PC comme celui-là. Mais, vous voyez, c'est... Voilà. Et puis peut-être que les constructeurs de cartes mères sont en mode « Attends, on ne le supporte pas officiellement, comme ça on peut vendre des modèles très haut de gamme ou autre chose. » C'est fort probable. Il y avait aussi comme quoi ils pourraient supporter jusqu'à 40 lignes PCI Express. Ça, j'ai pas encore regardé plus que ça. Ce sera un truc que je regarderai plus dans la review, notamment qu'est-ce que ça veut vraiment dire derrière, si vous pouvez vraiment utiliser ces 40 lignes PCI Express ou si c'est genre « Ouais, il y en a autant pour le processeur, il y en a autant pour pour les ports SATA et tout ça, pour les M.2. » Je vous dirai clairement un peu plus dans la review qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces 40 lignes PCI Express. Voilà, mais tenez-en compte. Ensuite, une autre news, c'est une petite update au niveau du VESA. VESA, c'est le consortium qui est derrière, pour information, le DisplayPort. Notamment, il certifie les écrans. Donc, tous les écrans qui ont un logo DisplayPort, ils ont été certifiés par le consortium VESA. Tous les câbles, ils ont un site web où vous pouvez aller voir les câbles DisplayPort qui sont certifiés par eux. Donc ça veut dire que c'est des câbles que vous êtes sûr qu'ils fonctionneront comme il faut. Donc ça, c'est une petite information pour ceux qui voudraient acheter un câble DisplayPort. Le site VESA, normalement, a beaucoup de câbles certifiés dessus. Donc ça vous permet de confirmer que genre, vous achetez pas n'importe quoi. Et du coup, ils ont montré un petit peu les specs pour un mode alterné pour supporter basiquement le DisplayPort 2.0. Donc actuellement, on est au DisplayPort 1.4 pour info, version B si je ne m'abuse. Donc ça permet du 4K 60 fps, même 120 Hz pour information. Mais du coup, le DisplayPort 2.0 a pour but de supporter le 8K 60 fps si je ne m'abuse, et du 4K même genre 240 fps, donc plutôt fou. Et le gros avantage surtout, c'est que vous pouvez facilement linker plusieurs écrans ou des trucs dans le genre.
Donc ouais, ils ont juste update les specs pour montrer qu'ils avaient réussi à le faire fonctionner comme il faut. Et je vous rappelle, ça arrivera sur l'USB 4. L'USB 4 sera en type C obligatoire. Et l'USB 4 d'ailleurs sera en quelque sorte mélangé avec le Thunderbolt. Le Thunderbolt va en quelque sorte disparaître au profit du display, de l'USB 4. Et on va avoir un connecteur d'ici, je sais pas quand ils vont commencer vraiment à l'utiliser, peut-être fin d'année prochaine, si tout va bien. Mais on va avoir un connecteur qui, je sais pas si vous vous rendez compte, permettra, euh, en gros, vous pourrez brancher une carte graphique externe dedans, avec des bonnes vitesses. Vous pourrez brancher un écran. Vous pourrez transférer jusqu'à 100 watts d'énergie, donc recharger même un ordinateur portable avec. Vous pourrez brancher une clé USB ou un hub avec n'importe quoi dessus. On va avoir un connecteur qui va être genre, il fera tout. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce qu'un seul connecteur, c'est plus simple. Alors évidemment, il y aura toujours les problèmes qu'on a actuellement avec l'USB type C où on ne sait pas ce que fait des fois un port USB type C. Par exemple, je prends, ce téléphone a un port USB type C, mais l'USB type C, il peut aller aux vitesses de l'USB 2.0. Il n'y a rien qui les oblige de faire un USB type C qui supporte l'USB 3.0, les vitesses de l'USB 3.0. Du coup, l'USB type C, c'est juste un connecteur physique, vous voyez. Donc là, l'USB 4 en USB type C, le connecteur physique. Donc l'USB 4, c'est la norme. L'USB type C, c'est le connecteur physique. Il faudra un logo, il faudra un truc pour l'identifier parce que vous pourrez acheter aussi bien. Il y a des gens qui vont pas faire attention, qui vont acheter un câble et ils vont acheter un câble qui n'est pas un câble USB type C qui supporte l'USB 4.0. Ils n'en sauront rien. Donc c'est bien, mais le problème, c'est que c'est très laissé à la liberté des marques et il y a beaucoup de gens qui confondent, basiquement. Donc, ouais, c'est un problème. Il y a même aussi beaucoup de câbles qui ne sont pas certifiés correctement, qui sont mauvais. Il y avait notamment un journaliste qui, qui s'est amusé à tester beaucoup de câbles USB type C pour voir lesquels fonctionnaient vraiment bien, notamment les câbles USB type C qui sont censés transporter jusqu'à 100 watts d'énergie. Il y en a beaucoup qui sont un peu bancals là-dessus, malgré qu'ils officiellement ils disent ouais, on supporte l'USB, on supporte le 100 watts d'énergie et tout, mais ouais, faites attention. Donc ouais, si vous achetez des câbles ou n'importe quoi qui a l'USB type C, faites attention à ce que vous achetez vraiment et tenez compte surtout pour les câbles qu'il faut prendre un câble qui fonctionne avec ce que vous voulez faire avec votre USB type C, notamment l'USB type C qui supporte le Thunderbolt actuellement, donc sur les Mac notamment, beaucoup sur les Mac. Vous pouvez déjà utiliser le DisplayPort avec, le 1.4 par information. Ben, il faut un câble USB type C qui le supporte. Donc c'est basiquement un câble USB type C Lightning, quoi. Thunderbolt plutôt. Donc ouais, juste pour vous dire, ça va être certainement pire quand l'USB 4.0 sortira, parce que là, on aura des câbles USB type C, qui sont techniquement en USB 2.0. On aura des câbles USB type C en USB 3.0. On aura des câbles USB type C en USB 3.1 Gen 1, en 3.2 Gen 2. Bonjour, hein, les noms à coucher dehors. On en aura qui supportent le Thunderbolt et on en aura qui supportent le USB 4.0. Et certains supporteront 100 watts d'énergie et d'autres non. Donc ça va être... Wow, ça va être n'importe quoi. Donc ouais, moi je dis, il nous faudrait un site, une ressource, si quelqu'un connaît, ben justement, il y avait le mec qui testait ça, mais il nous faudrait une ressource pour savoir, en fait. Ou il faudrait des logos officiels pour que ce soit honnête derrière, et surtout des certifications officielles. S'ils utilisent le logo pour dire « Ah, c'est compatible USB 4.0 », ça veut dire que leur câble a été certifié USB 4.0 et qui supporte le 100 watts d'énergie et qui supporte le DisplayPort. Vous voyez, il nous faut une certification full officielle. J'espère que le consortium VESA va travailler avec le consortium USB là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que sinon ça va être le bordel. Ensuite, une news totalement différente, Raspberry Pi, ils ont lancé un nouveau module caméra. Donc si vous ne connaissez pas le Raspberry Pi, j'en ai un là-bas d'ailleurs, je l'avais montré un peu dans la vidéo du studio, enfin on peut le voir à un moment. Un Raspberry Pi, c'est un mini PC, donc c'est un tout petit PC qui est basiquement l'équivalent d'un... Ah oui, c'est assez fou le truc, on en voit un là sur la petite image. Donc c'est l'équivalent, on peut cliquer là-dessus, d'un
souvent, c'est un processeur mobile que vous pourriez voir dans un téléphone mobile et tout, mais ils ont des fonctionnalités assez avancées. Donc, il y a plein de ports USB maintenant. Vous avez même un Ethernet 1 giga, du Wi-Fi des fois intégré dessus, chargement via port USB. Notamment, fun fact, les premières versions du Raspberry Pi 4 avaient un problème d'USB type C. Comme je dis que, voilà, il y a des fois un petit peu des problèmes là-dessus. Et ouais, juste il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec un Raspberry Pi. Vous pourriez l'utiliser comme un PC, réellement. Il y en a qui le font. C'est pas le PC le plus puissant au monde, mais il coûte pour information 60 euros, le Raspberry Pi 4. Donc, voilà. Et sinon, beaucoup de gens les utilisent par contre pour d'autres trucs plus dérivés. Par exemple, des mini PC, Internet of Things. Donc, vous mettez un Raspberry Pi dans un miroir avec un écran derrière. C'est un miroir intelligent. Vous avez un écran pour voir les informations, la météo par exemple. Il y en a qui le mettent pour contrôler tous des trucs RGB, ou alors il y en a qui utilisent des Adreno aussi. C'est encore des plus petits PC, moins chers encore et moins puissants, mais qui permettent aussi de contrôler tout ça. Il y a même des gens qui utilisent des Raspberry Pi avec des Adreno. Les Adreno contrôlent les petits trucs, et puis le Raspberry Pi est genre le cerveau, en quelque sorte. Beaucoup, beaucoup d'utilisations différentes. Et une utilisation très populaire, c'était de faire des caméras de sécurité avec. Donc, il y avait un module de caméra qui existait, mais c'était une caméra basiquement que vous trouvez dans les smartphones, donc elle n'était pas très puissante. Et bien maintenant, ils ont sorti un nouveau module caméra qui, comme vous pouvez voir, a un capteur beaucoup plus grand. C'est pas un capteur d'appareil photo vraiment voilà, haut de gamme. C'est plus un capteur, par exemple, par contre, photo que vous pourriez trouver sur une vraie bonne caméra de sécurité ou même sur les gros smartphones actuels. Donc le Galaxy S20 Ultra, par exemple, a un très gros capteur photo, mais c'est similaire en termes de taille ici. Et surtout, le grand avantage ici, c'est que vous avez la possibilité de mettre des objectifs custom. Donc, vous voyez, il y a une fixation et vous mettez ce que vous voulez comme objectif. Donc là, par exemple, ils ont mis un objectif de 16 mm. Ils ont aussi un objectif de 6 mm, il me semble. Et vous pouvez mettre tous les objectifs qui supportent, pour information, donc tous les objectifs en C-mount et en CS-mount. Et pour information, c'est beaucoup d'objectifs pour des caméras de sécurité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi des anciennes caméras. Il y a beaucoup d'objectifs que vous pouvez trouver, par exemple, pour 30, 40 euros, même moins cher des fois, qui supportent pleinement ça. Et des fois, ils ont une qualité plutôt respectable. Donc, ouais. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, quand vous pouvez mettre un objectif, l'objectif vous permet de contrôler parfaitement la caméra. C'est que genre, vous êtes en mode, moi j'ai un objectif là-dessus. Ça me permet de dire, grâce à l'objectif, je peux être en mode, ouais, je prends un objectif grand angle, je prends un objectif téléphoto, c'est-à-dire qu'il zoome beaucoup. Je prends un objectif avec un grand aperture pour avoir un joli flou d'arrière-plan, comme actuellement. Je prends un objectif qui, par contre, non, lui, il a une petite aperture et du coup, il permet de vraiment voir tout en focus pour une caméra de sécurité. Ça peut être bien, par exemple. Donc, ouais, vous avez le choix. Et c'est cool à voir. Du coup, ce module caméra, il me semble, coûte normalement 50 $. Le Raspberry Pi coûte vers 50 $. Bon, en Europe, c'est plus 60 euros le Raspberry Pi et 60 euros le module caméra. Ça reste raisonnable. Donc, ça veut dire que vous pourriez basiquement fabriquer une webcam, genre une bonne webcam. Alors, pour information quand même, je donne les specs. Il peut capturer en 60 fps, jusqu'à 60 fps plutôt. Si je ne m'abuse, il me semble, oui, c'était jusqu'à 60 fps normalement, et jusqu'en Full HD, ou alors en mode photo, il peut aller beaucoup plus haut, et vous pourriez faire techniquement des assez grosses résolutions, mais à du genre 20 fps, 15 fps. Pour des caméras de sécurité, c'est très important, mais par contre, si vous voulez faire une caméra pour le streaming, oui, il y a des caméras, il y a des webcams qui font mieux techniquement. Mais ici, l'avantage que vous avez, c'est que ce sera le même prix qu'une webcam, mais derrière, vous avez un objectif. Vous pouvez contrôler comment vous filmez, comment tout est fait, quoi. Et ça c'est très puissant. Donc, personnellement, très intéressé de voir ce que ça va donner. Peut-être que je ferai des vidéos dans le futur là-dessus. Je fais encore d'abord, j'ai la vidéo Linux qui arrive très 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 bientôt, je vous le jure là-dessus. Ça fait longtemps que je devrais l'avoir fait. Mais elle arrive et du coup, il faut que je traite d'abord Linux parce que beaucoup de un Raspberry Pi, bien souvent, vous faites tourner Linux dessus parce que c'est ce qui marche le mieux honnêtement. Donc ouais, il y a même, ils ont leur propre OS qui est Raspbian, qui est basiquement Debian, mais pour Raspberry Pi, pour information. Et du coup, ouais, si je traite d'abord Linux, après je peux traiter les Raspberry Pi parce que c'est un peu dans la même veine ici. Donc ouais.
Quoi qu'il arrive, très intéressant, hâte de voir ce que ça donne. Ça permettra, comme je le dis certainement, alors là par contre c'est overkill, hein. L'objectif qu'ils ont mis là-dessus, c'est un objectif, vous pouvez l'adapter du coup. C'est ça aussi qui est bien, c'est que cet objectif est très facilement adaptable vers des objectifs Canon, Sony et tout ça. Genre vous pouvez l'adapter vers n'importe quoi. Et du coup, l'avantage c'est que vous pouvez mettre par exemple un objectif de 2500 euros. Ça c'est un objectif de 2500 euros, c'est un Canon, c'est un 70 à 200 mm f2.8, voilà. C'est du bon téléphoto, quoi, genre excellent même, mais sur un truc qui vaut 50 $. Donc c'est un peu légèrement overkill, dirons-nous, mais c'est possible. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, la NASA qui a annoncé justement les 3 entreprises qui allaient pouvoir faire des modules lunaires, ou plutôt des landers lunaires, pour une future mission humaine sur la Lune. Donc la NASA veut faire retourner des hommes sur la Lune, ou des femmes hein, aussi, des hommes de manière générale, hein, je tiens à le préciser. Et du coup, 3 compagnies étaient retenues. Ils ont une petite vidéo ici que je vous mettrai peut-être dans la description si j'y pense, ou peut-être dans le petit i. Et en gros, vous avez SpaceX qui a été retenu et ils ont fait une version. Ils n'ont pas vraiment de photos d'ailleurs sur le site. Ils ont fait une version de leur Starship, mais pour la Lune. Donc il y a des différences assez notables, notamment. Donc Starship, c'est ce qu'ils sont en train de développer en ce moment. J'en ai parlé, hein, voilà pas très longtemps. Normalement, Starship est fait pour atterrir. Même sur la Terre, il peut traverser l'atmosphère, ralentir et atterrir sur la Terre. Donc il a même des petites ailes pour faire ça. Ici, il n'y a pas d'ailes. Pourquoi? Parce que ce Starship pour la Lune a seulement pour but de décoller de la Lune, atterrir sur la Lune. Donc il reste toujours dans l'espace. Il fait des allers-retours sur la Lune jusqu'en orbite. Et puis, genre, les êtres humains qui vont dessus viennent via une autre capsule ou peut-être un autre Starship fait pour justement atterrir sur la Terre. Ça pourrait être le cas, hein. Et puis il atterrit sur la Lune et il offre beaucoup de cargo. Vous pouvez mettre 2 gros rovers dessus, hein, genre taille d'une bagnole, même plus gros. Donc ouais, il est massif. On a une autre image, vous voyez ici, on voit les astronautes là-dessus, ils sont tout petits. On voit la Terre derrière pour information. Autre détail assez intéressant, donc il y a beaucoup moins de fenêtres, ce que montre SpaceX avec leur Starship, où ils vont mettre des énormes fenêtres selon eux. À mon avis, elles ne seront pas aussi grandes que ce qu'ils espèrent. Première différence. Vous avez une autre différence, ça c'est des panneaux solaires au-dessus. Ça vous paraît bizarre, mais c'est des panneaux solaires là-haut. Donc c'est intégré directement dedans, donc c'est plutôt classe. Et puis c'est tout en haut, donc c'est-à-dire que même si vous atterrissez à un endroit de la Lune où il n'y a pas beaucoup de soleil parce que le relief le cache, vous aurez du soleil, donc ça c'est cool. Vous avez du coup ouais, les petites grues pour descendre qui sont inspirées des grues utilisées dans tout ce qui est les trucs militaires pour information, donc ça marche très très bien. Vous avez des moteurs en plus. Donc normalement Starship a atterri avec ses moteurs, ses moteurs de fusée en bas. Mais là ils ont mis des petits moteurs en plus qui seront peut-être des Draco. On verra bien. Les Draco, c'est ceux qu'ils utilisent sur leur petite capsule Dragon. Donc peut-être qu'ils vont utiliser ça. Mais en gros, c'est pour éviter de remuer toute la poussière sur la Lune. Parce que le problème, c'est que si vous remuez toute la poussière sur la Lune, c'est pas comme sur la Terre. Oh, en 10 minutes, ça retombe. Non. La poussière sur la Lune, il n'y a pas beaucoup de gravité, donc elle va flotter, flotter, flotter pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. C'est pas bon aussi pour l'électronique et tout. Donc ouais, vous ne voulez pas que ça vole partout. Donc ça permettrait d'éviter parce que c'est plus loin du sol et ça évite ce genre de problème. Et du coup, ça permet aussi d'atterrir évidemment en rétro-pulsé, à peu près comme n'importe quelle capsule qui était atterrie sur la Lune pour information. Apollo, par exemple, avait atterri aussi comme ça, hein. Donc ils avaient un petit moteur qu'ils allumaient pour atterrir. Sauf que c'était un moteur très spécifique évidemment parce ils pouvaient vraiment le contrôler parfaitement pour avoir ce qu'il fallait d'énergie pour atterrir. Et sinon il y a aussi un port de docking en haut. En plus du fait qu'ils peuvent docker techniquement avec les portes latérales il me semble. Mais il y a apparemment un port de docking en haut pour pouvoir docker avec notamment la capsule Orion qui amènera normalement les êtres humains. Donc cette capsule, pour information, est développée par la NASA et volera sur SLS, qui est l'énorme fusée de la NASA qu'ils sont en train de refaire, mais qui prend énormément de temps et énormément d'argent. Genre, c'est abusé. C'est genre vraiment abusé la quantité d'argent qui part là-dedans, mais bon, on va ignorer. Mais en tout cas, ils peuvent se docker avec. Donc le but ici, c'est pas que SpaceX lance les êtres humains, les font atterrir sur la Lune, c'est plutôt que
La NASA lance les êtres humains. Le Starship est en orbite autour de la Lune, sur une petite station normalement qui sera la Lunar Gateway pour information. Donc c'est une station spéciale pour accéder à la Lune, avec la possibilité aussi de rester en orbite et de faire peut-être des expériences sociales. J'allais dire des expériences sociales à la Lune, des expériences scientifiques plutôt. Et puis après, ils partent et ils atterrissent avec un modèle lunaire. Il y a d'autres compagnies du coup aussi, évidemment. Donc vous avez Dynetics, qui est une compagnie qui, elle, a fait plutôt un module beaucoup plus petit, comme vous pouvez voir, mais qui marche plutôt bien aussi, notamment les, euh, les tanks, donc comment on traduit en français? Les réservoirs de carburant sont détachables, donc ils peuvent les détacher quand ils en ont plus besoin. Donc ça permet d'économiser en poids et du coup d'avoir des meilleures performances, donc c'est plutôt cool. C'est très proche du sol, donc c'est très facile pour les astronautes de sortir. Et une assez bonne solution, c'est une solution très simple, mais des fois la simplicité c'est cool aussi. Et puis vous avez le module équivalent à, justement, on le voit. Donc ça c'est aussi assez, ça ressemble assez bien aussi à ce qu'avait fait un petit peu, pour information, Blue Origin. Même Blue Origin est dessus, mais Blue Origin est sur la National Team. Et la National Team, en gros, c'est que des grosses compagnies américaines. Bon, c'est toutes des compagnies américaines en réalité, mais c'est Blue Origin, notamment. Lockheed Martin, vous avez Northrop Grumman, qui avait... genre, j'essaie de trouver un exemple pour que vous vous souvenez d'eux. C'est eux qui avaient probablement merdé sur un adaptateur sur une fusée SpaceX et qui avaient fait perdre un truc à SpaceX. C'est le seul exemple que je pense que les gens vont se souvenir d'eux. Lockheed Martin, ils ont beaucoup justement de spacecraft, on va dire, donc de satellites ou autre chose. Et puis Draper, je connais pas trop Draper. Et puis Blue Origin, c'est la compagnie de Jeff Bezos, pour information. Et du coup, ça ressemble pas tellement à ce avait présenté Jeff Bezos. Enfin, il y a des ressemblances quand même, hein, mais c'est différent quand même. Donc, ils avaient présenté un truc pour atterrir sur la Lune, justement, Blue Origin. Mais là, il y a quand même des trucs similaires. Donc, je suppose que ça va certainement utiliser les moteurs de Blue Origin, parce qu'ils font beaucoup de moteurs de fusée qui marchent très bien. Ils marchent à l'hydrogène en plus. L'hydrogène offre des très bonnes performances, surtout dans ce genre de milieu. Donc il y aura certainement, ça doit être le réservoir d'hydrogène et ça doit être le réservoir d'oxygène, certainement. L'hydrogène prend beaucoup plus de place. Ou alors c'est peut-être l'inverse, je ne sais même plus. C'est possible que ce soit l'inverse, je ne sais même plus. Dans tous les cas, plusieurs compagnies là-dessus. Et ils ont une répartition du budget, par information, ils avaient montré un petit peu, mais c'est... le budget est en fait... a été alloué selon ce qu'a demandé chaque compagnie. Donc SpaceX avait demandé genre 130 millions de dollars. Le deuxième, ils avaient demandé 200 et des. Et puis la National Team a encore un peu plus. Je sais plus exactement. Mais voilà. C'est cool, moi je dis. Évidemment, il y en a. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, gâchis d'argent pour rien du tout et tout ça. Je dirais pas vraiment parce que, par exemple, la NASA, pour information, le budget de la NASA a toujours été relativement bas par rapport, par exemple, au budget militaire des Américains. Et la NASA, il y a beaucoup de technologies que vous utilisez à l'heure actuelle qui vient de la NASA. Genre vraiment beaucoup plus que vous ne le pensez. Du coup, je ne sous-estimerai pas. C'est beaucoup de missions scientifiques qui, des fois, peuvent paraître genre distants de ce qu'on a besoin, mais qui servent quand même. Et une mission sur la Lune, c'est quand même cool, quoi. C'est aussi, ça fait un peu rêver. On a le droit de rêver un petit peu, et moi, je trouve que ça fait rêver. Donc, ouais. Hâte de voir ce que ça donne. Hâte de voir aussi si toutes les compagnies arrivent à temps à faire ce qu'ils veulent. Parce qu'évidemment, maintenant, ils vont avoir l'argent et maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est délivrer le produit. Donc, délivrer quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'ils en sélectionnent plusieurs, pour information. C'est pour avoir de la redondance, si tout le monde réussit, ou alors en avoir au moins un qui réussit. Donc, ben, si par exemple SpaceX a trop de problèmes avec Starship, au moins les deux autres seront prêts. Si un des deux autres a un problème, ben, Starship est en backup avec celui de la National Team notamment. Et du coup, ben, ils sont en mode ah, on va envoyer des astronautes. On a un problème avec le truc de Blue Origin. Ah, ils ont eu un accident récemment. Il faut qu'on fasse plus de tests. Ah, mais le truc de SpaceX, c'est genre tout testé, tout est bon. Ah, ben on utilise celui de SpaceX. Vous voyez, c'est redondance. C'est jamais trop. C'est justement ce qu'ils font aussi avec les deux capsules pour envoyer des astronautes sur la station internationale. Ils ont demandé à
Boeing, pour information, avec Starliner et SpaceX avec le Dragon 2. Donc actuellement, Boeing a quelques problèmes avec Starliner et je vous rappelle, SpaceX doit lancer le 27 mai une capsule avec des êtres humains dessus jusqu'à la station internationale, justement. Bon, après, comme j'ai dit, encore une fois, partie du principe que il va certainement avoir des délais et tout ça, parce que c'est pour envoyer des êtres humains sur la Lune, sur la station internationale, ils vont pas prendre de risque. S'il y a le moindre petit truc en mode « Ah, c'est pas tout à fait comme il faut », ils vont être en mode « Non, 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 on lance pas, on attend ». Donc ouais, 27 mai, mais ce sera peut-être plus mois de juin, à mon avis. Ok, ensuite, maintenant, je vous propose quelques petites corrections, notamment avec le test de souris que j'ai sorti, que je vous invite à regarder. Il y a eu des changements de prix assez... genre, j'ai tourné la vidéo voilà, une petite semaine pour information. J'ai fait... le montage s'est fait petit à petit, c'est fait par mon monteur, c'est Vindicte5, si vous ne savez pas. Il a fait une jolie intro. C'est moi qui filme tout, et puis lui, il fait le montage, mais il fait souvent le montage aussi selon mes directions. Parce que je suis pas le meilleur en montage, honnêtement, et des fois, j'ai pas trop le temps d'apprendre à devenir meilleur en montage. Donc, ce que j'essaye d'apprendre, c'est d'être meilleur à filmer parce qu'il n'y a que moi qui peux filmer. C'est pas comme si j'allais lui envoyer des produits pour qu'il les filme. Donc, je me concentre à faire ce que je peux faire moi et lui, il fait ce qu'il peut faire lui. Et du coup, juste une petite correction. Donc, les prix ont pas mal changé. Donc, mes recommandations sont toujours valables. C'est juste que vraiment maintenant, le choix, selon moi, c'est soit justement celle de Corsair, c'est la Dark Core RGB Pro. Il y a aussi l'ancienne version qui existe toujours, qui est moins chère. Et ou sinon, la G502 est vraiment pas chère en ce moment. J'étais même extrêmement étonné. Je vais pas aller sur Amazon parce qu'à mon avis, je suis encore connecté. Je vais montrer mon adresse. Elle est vraiment pas chère. Genre, elle est descendue sous les 100 euros. Elle est même à 80 et des euros. Vraiment bon, très 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 bon prix pour une souris qui est juste excellente. Je l'ai ici. J'ai aussi la Chakram ici pour information que j'utilise pour le PC de stream actuellement. J'essaye de trouver un petit logo Creeper. J'essaye de trouver une utilisation pour le joystick. J'ai pas encore pu prendre le temps de vraiment la tester pour le joystick toutefois. Mais bon. Et du coup, déjà premier truc. Et deuxième point, c'est que vous pouvez stocker le capteur sur les souris Logitech. J'avais oublié que donc vous avez le petit POC à l'arrière ici, c'est la petite trappe ici où vous pouvez mettre le truc de chargement sans fil. Et si vous l'enlevez, il y a de quoi stocker le capteur. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, je tiens à le préciser. Vous pouvez stocker le capteur dedans. C'est pas, je pense, quelque chose qui va influencer beaucoup de gens pour l'acheter, mais je tenais à faire la correction. Autre correction, c'était la vidéo du tour du studio. J'ai fait notable, enfin, il y avait 2 erreurs notables. Le plafond n'est pas à 2,30 m, il est à 2,50 m dans cette pièce. J'ai confondu parce que normalement les pièces sont à 2,30 m pour information dans la vraie vie. Bon, ça dépend des pays où vous vivez. Mais c'est 2,50 m ici parce que, ou sinon, ben, rien que ce bureau-là, quand je le soulève, hein, je peux le faire bouger. Quand il est à fond, les lampes qui m'éclairent là sont à ça du plafond. Donc si j'avais pas 2,50 m, ce serait fichu, basiquement. Et puis j'ai l'énorme softbox, vous avez déjà pu voir, elle aussi est très proche du plafond. Au point même qu'en fait, il me faudrait bien limite 3 mètres en fait, de hauteur pour vraiment caser toutes les lampes, tout ça en haut. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Les studios, bien souvent, font 3 mètres de hauteur. Pour information, ils ont souvent aussi des barres en métal un peu partout pour pouvoir fixer à peu près tout ce qu'ils veulent. Je parle de petits studios, je ne parle pas de gros studios de production. Hein. Je parle ici petits studios amateurs ou semi-professionnels. Mais bon, ouais, peut-être qu'il me faudrait un petit peu plus, mais bon. Après, une pièce de 3 mètres de haut dans une maison, ça fait un peu bizarre. Hein. C'est même pas très normal, dirons-nous. Dans tous les cas, première correction. Deuxième correction, ou plutôt j'ai fait un autre oubli, c'est il y avait l'écran latéral, l'écran qui est juste à ma... Bon, pour vous, il est peut-être à un autre endroit, mais l'écran que j'utilise pour le PC de stream, que j'ai montré, j'ai oublié de montrer qu'il est aussi sur un pied articulé, je peux le mettre comme je veux, et ça, c'est un détail assez important, parce que c'est-à-dire que je peux l'orienter là quand je suis sur ce bureau, et quand je suis sur l'autre truc, je peux l'orienter au bon endroit aussi, et c'est génial. Et il y a quelqu'un qui me demandait c'était quoi ce pied. Pour information, c'est le pied Amazon Basics, je ne déconne pas, il marche très bien. Que vous ne pouvez pas acheter sur Amazon.fr. Genre, il n'est pas en vente sur Amazon.fr. Il est en vente toutefois sur Amazon UK, donc genre la version United Kingdom, donc Grande-Bretagne. Et il coûte une centaine d'euros. Ça peut paraître cher, mais un vrai bon pied, ça coûte plus cher. Et il est très bon pour le prix. J'avais vu une vidéo en fait d'un mec qui s'amusait à mettre des énormes écrans ultra-wide dessus qui pesaient très lourd. Et il tenait extrêmement bien. Et moi, je peux vous le dire,
J'ai pu mettre mon 32 pouces avant dessus, le 32 pouces que j'ai en écran latéral ici, et le 34 pouces aussi en ultra-wide. Il n'a jamais eu de problème. Il tient parfaitement, il ne bouge pas trop aussi. Bon, il bouge un petit peu. En réalité, forcément, tous les pieds comme ça bougent un petit peu. À moins d'acheter des vraiment gros pieds professionnels, par exemple pour... il y a des pieds encore plus professionnels pour carrément mettre des tablettes graphiques pour pouvoir écrire dessus. Ceux-là, ils bougent pas beaucoup parce que forcément, c'est fait pour que vous puissiez écrire dessus. Mais là, il coûte genre 500, 600 euros. Donc ouais, mais il est pas mal pour le prix. Mais après, voilà. Il y avait aussi, il me semble que c'était à peu près tout. J'ai pas aussi montré mon stabilisateur d'appareil photo. J'ai complètement oublié. C'est ce que j'utilise aussi souvent pour faire des plans parce que je peux le contrôler avec mon smartphone et le faire bouger lentement et tout. Donc c'est plutôt cool. Pour information, c'est le Ronin S, donc de chez DJI, et il marche plutôt bien pour le prix. Vous avez même maintenant le Ronin SC qui est plus petit. Pour des plus petites caméras, ça marcherait par exemple parfaitement avec, je sais pas moi, un GH5 de chez Panasonic, ou par exemple un des Sony A6300 ou 6400, ça marcherait plutôt bien. Dans tous les cas, petite correction vite fait. Et sinon, c'est à peu près tout pour ce Tech Sama aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour de prochaines vidéos sur la chaîne, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la cloche pour ne pas manquer. Et je vous dis salut à tous!